Le fait que les rapports devaient être rendus plus rapidement, que les conclusions devaient s'imposer, que tout ça devait être publié. Donc on aura l'occasion d'en évoquer le fond bientôt. Autant sur la forme, je réagissais à ce que vous venez de dire en général, sur les compositions, puisque la défenseur des droits nous a invités à la transparence et à l'indépendance, avec des garanties de transparence et d'indépendance. Et je ne suis pas certain que être sur son dernier poste de carrière soit une garantie totale d'indépendance. D'abord parce qu'on n'est jamais sûr, et puis ensuite parce que il y a quand même un esprit de corps qui peut se prononcer. Et je le dis encore une fois en essayant d'être l'avocat du diable, et je crois que le diable a bien raison d'avoir un avocat vu tout ce qu'on lui reproche. Donc j'ai trois finalement remarques à vous proposer que j'ai déjà posées à votre directeur général, aux directeurs généraux. Premièrement, pourquoi pas une seule inspection police et gendarmerie plutôt que d'avoir deux inspections? Ça montrerait au moins que ce ne soit pas un esprit de corps. J'essaye d'être dans la révolution culturelle du ministère. Pourquoi auprès des directeurs généraux? Vous avez même souligné plusieurs fois auprès du directeur général. Pourquoi pas auprès du ministre de l'Intérieur? Et pourquoi ouvrir à des magistrats, c'est bien, mais pourquoi pas un magistrat à votre place? La question se pose aux deux inspections générales, évidemment. Monsieur le ministre, je crois qu'il est important d'abord de reconnaître et de travailler aussi cette culture maison. Je trouve d'ailleurs quand la gendarmerie a rejoint le ministère de l'Intérieur en 2009, le Parlement avait beaucoup travaillé et les parlementaires avaient dit, le président de la République l'a rappelé plusieurs fois, que c'était important de reconnaître la dualité des forces en France, police, gendarmerie, qui était adaptée au territoire et qui était adaptée dans la formation. Donc la culture maison, ça passe pour moi aussi par l'importance d'avoir une inspection générale et un chef de l'inspection générale qui connaît, qui a fait un parcours dans cette maison et qui, je le dis bien, en fin de bon, peut essayer de donner un élan complémentaire et apporter sa propre expérience et apporter quelque chose qui lui est propre et qui va permettre d'aller plus loin dans la déontologie. Donc je crois beaucoup, monsieur le ministre, à éviter toute confusion en interne. Tout à l'heure, certainement, les personnels du CFMG ou les personnels des syndicats de police réagiront à cela. Je pense qu'on a besoin de lisibilité. Vouloir faire une évolution qui n'est pas lisible, je crois que ça n'aboutirait pas à un progrès. Deuxièmement, je crois que comme chaque inspection générale, nous avons bien sûr un lien direct avec le directeur, j'ai un lien direct avec le directeur général de la gendarmerie. Ça a été rappelé plusieurs fois, la police et la gendarmerie ont un métier un peu particulier. Il y a eu 5 millions d'interventions. Je crois que c'est un peu unique dans la fonction publique. Et on a une mission qui est complexe, ça a été dit. Il y a des gendarmes et des policiers qui sont morts l'an dernier. Il y a des blessures en service. On va se confronter à des personnels qui résistent, etc. Et on a besoin d'avoir un chef de la DGGN qui soit en capacité de faire les enquêtes directement, et de faire conduire aussi des audits quand il voit qu'il veut lever un doute sur la fonction solde, la fonction d'acquisition de telle ou telle capacité. Je crois que regrouper dans nos fonctions, ce ne serait pas un progrès. Voilà. Le dernier point, au niveau des magistrats, je crois, moi, je pense que, je l'ai redit en introduction, que les gendarmes, et même les réservistes, les 134 000 personnels, ils ont besoin de s'identifier dans quelque chose, dans quelqu'un qui a fait un parcours dans cette institution. Je pense que quelqu'un, aujourd'hui, que je représente, il doit être éminemment respectable, il doit avoir un parcours interne qui lui permet de justifier aussi de ses positions. Et autant je prône la mise en place d'un magistrat comme conseiller ou comme adjoint du chef de l'inspection, autant je pense réellement
qu'un chef de l'IGGN, un chef de l'IGPN doit être un policier ou un gendarme. Voilà. À l'IGGN, je pense que le chef doit être ce gendarme que les gens regardent, qui va rendre des comptes aussi au CFMG, qui donne son avis au chef, avec cette culture maison qui est essentielle. Voilà, pour faire vite, Monsieur le Ministre, ce que je pense. Brigitte Julien. Je vais compléter, je vais répondre rapidement à vos questions, Monsieur le Ministre. Pourquoi pas une seule inspection? Vous en avez déjà une, c'est l'inspection générale de l'administration. Donc les directions, vous en avez 3, tout à fait. Voilà, bon, il y a tout à fait. Voilà, l'inspection générale de l'administration. Donc, les directeurs généraux ont des directions, enfin des inspections métiers pour mettre en œuvre leurs besoins, leurs politiques pénales, leurs politiques en ce qui concerne les changements. Donc, ce sont des inspections métiers qui ne font pas que du judiciaire. C'est pour ça que je te réponds à la 3e question en disant un magistrat de l'ordre judiciaire à la tête de l'IGPN, c'est oublier que 50% de notre activité ne concerne pas des enquêtes judiciaires ou administratives. On a toute la partie inspection, audit, on a la partie conseil juridique, on a la partie maîtrise des risques, puisqu'on travaille depuis 2016 avec le directeur général pour toutes les directions dans le domaine de la maîtrise des risques, et on a la mission d'accompagnement et de conseil qui accompagne les chefs de service ou les services dans le cadre de la gestion de projet ou de la difficulté en termes de management. Voilà, c'est un peu tout ça qui me fait dire aussi que je rejoins un peu les avis de mon collègue, le général Pidou, sur les 3 questions que vous nous avez posées, Monsieur le Ministre. Monsieur le directeur général de la police nationale va prendre la parole. Frédéric Vaux. Oui, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, je vais rappeler une évidence qui a été dite plusieurs fois, c'est que la police nationale n'a pas peur de la transparence. Elle n'en a d'autant pas peur que c'est sans doute l'administration, l'institution la plus exposée dans ses pratiques professionnelles, mais aussi dans le regard que lui porte la société dans son ensemble. Évidemment que les contrôles sont nombreux, le contrôle hiérarchique, ça a été dit. Et pour que le contrôle hiérarchique du directeur général s'exerce de la meilleure des façons, le directeur général a besoin d'avoir à ses côtés un service, une inspection, qui peut actionner chaque fois que c'est nécessaire. Cette inspection, d'ailleurs, qui va enquêter, mais qui ne va pas sanctionner. Il faut aussi le rappeler. L'exercice du pouvoir disciplinaire, c'est ma responsabilité, grâce à la délégation que vous m'avez donnée et à la délégation que je donne aussi à certains des chefs de service qui, en mon nom et au vôtre, prennent ces sanctions disciplinaires. Mais ce contrôle n'est pas le seul fait, et c'était rappelé par vous-même, par Madame la défenseur des droits, n'est pas du seul fait de l'institution. Il y a heureusement des autorités administratives indépendantes. Il y a l'autorité judiciaire qui l'exerce aussi pleinement. Je dois dire que les organisations syndicales aussi y contribuent à leur manière. Alors elles sont plus souvent parfois dans la défense des droits des personnels, mais elles sont aussi en capacité de dénoncer des faits qui leur paraissent relever de manquements commis par des fonctionnaires. Il y a la presse. Aujourd'hui, la presse qui joue un rôle très important dans le contrôle, et j'ai tendance à penser que parfois la police est un bon client de la presse pour dénoncer. On passe bien sûr parfois du temps à expliquer, mais aussi à corriger ou à rappeler que ce qui parfois est expliqué de manière un peu rapide ou caricaturale ne correspond pas à la réalité et mérite qu'on investigue en profondeur. Et d'ailleurs, à ce propos, on invite à de la transparence. La transparence existe pour dénoncer des fautes qui peuvent être commises par la police, mais la police, et ça a été dit à l'occasion d'autres tables rondes, n'est pas toujours en capacité de faire preuve de transparence, puisqu'elle est bridée dans ses capacités d'expression devant la presse aussi, pour dire voilà la manière dont les choses se sont passées, voilà de quelle façon on pourrait expliquer à l'opinion l'intégralité de la manière, et la manière dont les faits ont pu se dérouler. Et enfin, un phénomène tout à fait récent,
mais qui prend là aussi de plus en plus d'importance, c'est le corps social lui-même qui contrôle l'activité de la police. Aujourd'hui, chaque citoyen utilise son téléphone portable pour filmer et pour diffuser sur les réseaux sociaux ce qu'il voit de l'action de la police. Donc je pense que le contrôle, effectivement, et la transparence associée à ce contrôle sont deux éléments très importants de notre activité. Et je le répète, le directeur général a besoin d'avoir auprès de lui une institution, qu'elle fasse de l'audit ou qu'elle fasse de la procédure prédisciplinaire pour sanctionner ou au contraire expliquer des faits qui ont pu être identifiés comme étant des défaillances, des manquements ou des fautes. Après, sur qui est le mieux, pour répondre à votre question, qui est le mieux à même de diriger ces services d'inspection, je veux dire que ça relève de l'appréciation de votre pouvoir de nomination. Et bien sûr, on n'a pas de... ce qui compte, c'est la compétence, c'est l'expérience, mais il faut être attentif aussi à ce qu'on ne soit pas confronté au mélange des genres. Et voilà, on peut avoir des policiers qui sont des mauvais chefs de service, des magistrats ou d'autres personnalités extérieures qui pourraient faire d'excellents chefs de service de la police. Mais voilà, ça repose d'abord sur les compétences et les qualités de ceux qui exercent ces responsabilités. Merci, monsieur le directeur général. Général Bruno Jokers, major général de la gendarmerie. Oui, monsieur le ministre. Un point particulier, c'est quand on regarde concrètement, lorsque nous travaillons sur, on va dire, des suspicions de manquement à la déontologie, à l'éthique et des dysfonctionnements. Il y a deux critères qui doivent être pris en compte. C'est la rapidité de la réponse qui est apportée. Parce que si on a une enquête qui dure 2 ans, 3 ans sur un fait donné, évidemment, c'est pas satisfaisant. Et puis, il y a le caractère complet de la réponse. Et ce caractère complet de la réponse ne dépend pas que de l'inspection. Parce que c'est aussi une question de ressources humaines, parce qu'on a des mesures statutaires à prendre, des mesures de gestion à prendre. C'est des questions de commandement également. Et donc, dans l'organisation qui est celle de la direction générale, il y a la phase de l'IGGN, mais cette phase de l'IGGN, elle est interconnectée avec les mesures à prendre en matière de ressources humaines. Donc ça peut être une suspension de fonction, ça peut être une mutation d'office avant même que les investigations ne soient terminées. Et c'est également des mesures hiérarchiques qui doivent être prises. Donc, quelle que soit la structure qui est prise en compte, il faut que ce soit une structure avec laquelle on fonctionne en boucle très courte et avec laquelle on puisse, comme on le fait aujourd'hui, très régulièrement avec Alain Pidou, se réunir autour d'une table. Et pour nous, tous les cas qui mettent en cause l'éthique, la déontologie et qui appellent une réponse ferme de l'institution, ça se passe autour d'une table avec l'IGGN qui présente son investigation, les ressources humaines qui l'analysent en termes statutaires, disciplinaires, et la chaîne concertation qui est associée pour avoir aussi la parole du corps social. Donc, ce fonctionnement-là nous semble un fonctionnement qui est souple et qui permet d'apporter une réponse complète. Le deuxième point, c'est que on peut avoir des inspections qui travaillent ensemble, peut-être de manière plus fréquente, sur un certain nombre de sujets, sans autant les fondre en une seule. Et il y a peut-être dans certains cas davantage de travail en commun qui pourrait être effectué. Et puis le dernier point, c'est qu'effectivement la fonction inspection dépasse largement le cadre des enquêtes. Ce sont aussi des audits. Et parfois sur une même affaire, on a une enquête judiciaire, mais on a aussi une enquête administrative complète. Je prends le cas de Sivins et du décès de Rémi Fraisse. On a à la fois un versant judiciaire, mais on a eu aussi une enquête administrative sur les conditions d'exercice du maintien de l'ordre et d'emploi d'un certain nombre de munitions. Bon, mais je pense qu'on a quand même l'occasion de reparler au cours de cette table ronde ou après les sujets que vous avez mis sur la table, monsieur le ministre.
On a parlé du contrôle hiérarchique, on a parlé du contrôle interne avec les inspections. Il y a aussi le contrôle parlementaire, la représentation nationale. Je vais donner la parole à Jérôme Durin, qui